Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Émile Zola que nous allons partir en vadrouille puisqu'en effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de La Terre. Donc un des romans qui constitue la fameuse série des Rougon-Macquart. Roman naturaliste donc, qui s'attache ici en l'occurrence à décrire tout l'univers paysan. Nous en sommes à la seconde partie de cet ouvrage et au premier chapitre de cette seconde partie. Il était 4 heures. Le jour se levait à peine. Un jour rose des premiers matins de mai. Sous le ciel pâlissant, les bâtiments de la borderie sommeillaient encore, à demi sombres. 3 longs bâtiments aux 3 bords de la vaste cour carrée. La bergerie au fond, les granges à droite, la vacherie, l'écurie et la maison d'habitation à gauche. Fermant le 4e côté, la porte charretière était close, verrouillée d'une barre de fer. Et sur la fosse à fumier, seul un grand coq jaune sonnait le réveil de sa note éclatante de clairon. Un second coq répondit, puis un 3e. L'appel se répéta, s'éloigna de ferme en ferme, d'un bout à l'autre de la Beauce. Cette nuit-là, comme presque toutes les nuits, Hourdequin était venu retrouver Jacqueline dans sa chambre. La petite chambre de servante qu'il lui avait laissée embellir d'un papier à fleurs, de rideaux de percale et de meubles d'acajou. Malgré son pouvoir grandissant, elle s'était heurtée à de violents refus. Chaque fois qu'elle avait tenté d'occuper avec lui la chambre de sa défunte femme, la chambre conjugale qu'il défendait par un dernier respect. Elle en restait très blessée. Elle comprenait bien qu'elle ne serait pas la vraie maîtresse tant qu'elle ne coucherait pas dans le vieux lit de chêne drapé de cotonnade rouge. Au petit jour, Jacqueline s'éveilla et elle demeurait sur le dos, les paupières grandes ouvertes, tandis que, près d'elle, le fermier ronflait encore. Ses yeux noirs rêvaient dans cette chaleur excitante du lit. Un frisson gonfla sa nudité de jolie fille mince. Pourtant, elle hésitait. Puis elle se décida, enjamba doucement son maître, la chemise retroussée si légère et si souple qu'il ne la sentit point. Et, sans bruit, les mains fiévreuses de son brusque désir, elle passa un jupon. Mais elle heurta une chaise. Il ouvrit les yeux à son tour. « Tiens, tu t'habilles ? Où vas-tu ? » ?»« J'ai peur pour le pain, je vais voir. » Hourdequin se rendormit, bégayant, étonné du prétexte, la tête en sourd travail dans l'accablement du sommeil. Quelle drôle d'idée. Le pain n'avait pas besoin d'elle à cette heure, et il se réveilla en sursaut sous la pointe aiguë d'un soupçon. Ne la voyant plus là, étourdi, il promenait son regard vague autour de cette chambre de bonne où étaient ses pantoufles, sa pipe, son rasoir. Encore quelques coups de chaleur de cette gueuse pour un valet. Il lui fallut 2 minutes avant de se reprendre. Il revit toute son histoire. Son père, Isidore Hourdequin, était le descendant d'une ancienne famille de paysans de Cloyes, affinés et montés à la bourgeoisie au XVIe siècle. Tous avaient eu des emplois dans la gabelle. Un grenier à Chartres, un autre contrôleur à Châteaudun. Et Isidore, orphelin de bonne heure, possédait une 60aine de 1000 francs lorsque, à 26 ans, privé de sa place par la Révolution, il eut l'idée de faire fortune avec les vols de ces brigands de républicains qui mettaient en vente les biens nationaux. Et il connaissait admirablement bien la contrée. Il flaira, calcula, paya 30 000 francs, à peine le 5e de leur valeur réelle, les 150 hectares de la borderie, tout ce qu'il restait de l'ancien domaine des Rognes-Bouqueval. Pas un paysan n'avait osé risquer ses écus. Seuls des bourgeois, des robins et des financiers tirèrent profit de la mesure révolutionnaire.
D'ailleurs, c'était simplement une spéculation, car Isidore comptait bien ne pas s'embarrasser d'une ferme, la revendre à son prix dès la fin des troubles, quintupler ainsi son argent. Mais le directoire arriva et la dépréciation de la propriété continuait. Il ne put vendre avec le bénéfice rêvé. Sa terre le tenait et il en devint le prisonnier, à ce point que têtu, ne voulant rien lâcher d'elle, il eut l'idée de la faire valoir lui-même, espérant y réaliser enfin fortune. Vers cette époque, il épousa la fille d'un voisin fermier qui lui apporta 50 hectares. Dès lors, il en eut 200. Et ce fut ainsi que ce bourgeois, sorti depuis 3 siècles de la souche paysanne, retourna à la culture, mais à la grande culture, à l'aristocratie du sol qui remplaçait l'ancienne toute-puissance féodale. Alexandre Hourdequin, son fils unique, était né en 1804. Il avait commencé d'exécrables études au collège de Châteaudun. La terre le passionnait. Il préféra revenir aider son père, décevant un nouveau rêve de ce dernier qui, devant la fortune lente, aurait voulu vendre tout et lancer son fils dans quelque profession libérale. Le jeune homme avait 27 ans lorsque, le père mort, il devint le maître de la borderie. Il était pour les méthodes nouvelles. Son premier soin en se mariant fut de chercher non du bien, mais de l'argent, car, selon lui, il fallait s'en prendre au manque de capital, si la ferme végétait. Et il trouva la dot désirée, une somme de 50 000 francs que lui apporta une sœur du notaire Baye H, une demoiselle mûre, son aînée de 5 ans, extrêmement laide certes, mais douce. Alors commença entre lui et ses 200 hectares une longue lutte, d'abord prudente, peu à peu enfiévrée par les mécomptes, lutte de chaque saison, de chaque jour, qui, sans l'enrichir, lui avait permis de mener une vie large de gros hommes sanguins, décidés à ne jamais rester sur ses appétits. Depuis quelques années, les choses se gâtaient encore. Sa femme lui avait donné 2 enfants, un garçon qui s'était engagé par haine de la culture et qui venait d'être fait capitaine après Solferino, une fille délicate et charmante, sa grande tendresse, l'héritière de la borderie, puisque son fils ingrat courait les aventures. D'abord, en pleine moisson, il perdit sa femme. L'automne suivant, sa fille mourait. Ce fut un coup terrible. Le capitaine ne se montrait même plus une fois par an, le père se trouva brusquement seul, l'avenir fermé, sans l'encouragement désormais de travailler pour sa race. Mais si la blessure saignait au fond, il resta debout, violent et autoritaire, devant les paysans qui ricanaient de ces machines, qui souhaitaient la ruine de ce bourgeois assez audacieux pour tâter de leur métier. Il s'obstina. Et que faire d'ailleurs? Il était de plus en plus étroitement le prisonnier de sa terre. Le travail accumulé, le capital engagé l'enfermait chaque jour davantage, sans autre issue possible désormais que d'en sortir par un désastre. Hourdequin, carré des épaules avec sa large face haute en couleur, n'ayant gardé que des mains petites de son affinement bourgeois, avait toujours été un mal despotique pour ses servantes. Même du temps de sa femme, toutes étaient prises, et cela naturellement sans autre conséquence, comme une chose due. Si les filles des paysans pauvres qui vont en couture se sauvent parfois, pas une de celles qui s'engagent dans les fermes n'évite l'homme, les valets ou le maître. Madame Hourdequin vivait encore lorsque Jacqueline entra à la borderie par charité. Le père cognait un vieil ivrogne, la rouait de coups, et elle était si desséchée, si minable qu'on lui voyait les os du corps au travers de ses guenilles. Avec ça, d'une telle laideur, croyait-on que les gamins la huaient. On ne lui aurait pas donné 15 ans, bien qu'elle en eût alors près de 18. Elle aidait la servante,
On l'employait à de basses besognes, à la vaisselle, au travail de la cour, au nettoyage des bêtes, ce qui achevait de la crotter salie à plaisir. Pourtant, après la mort de la fermière, elle parut se décrasser un peu. Tous les valets la culbutaient dans la paille. Pas un homme ne venait à la ferme sans lui passer sur le ventre et un jour qu'elle l'accompagnait à la cave, le maître, dédaigneux jusque-là, voulut aussi goûter de ce laidron mal tenu. Mais elle se défendit furieusement, l'égratigna, le mordit si bien qu'il fut obligé de la lâcher. Dès lors, sa fortune était faite. Elle résista pendant 6 mois, se donna ensuite par petits coins de peau nue. De la cour, elle était sautée à la cuisine, servante en titre. Puis elle engagea une gamine pour l'aider. Puis, tout à fait dame, elle eut une bonne qui la servit. Maintenant, de l'ancien petit torchon s'était dégagée une fille très brune, l'air joli et fin, qui avait la gorge dure, les membres élastiques et forts des fausses maigres. Elle se montrait d'une coquetterie dépensière, se trempait de parfums, tout en gardant un fond de malpropreté. Les gens de Rognes, les cultivateurs des environs, n'en demeuraient pas moins étonnés de l'aventure. Était-ce Dieu possible qu'un Richard se fût entiché d'une mauviette pareille, pas belle, pas grasse, de la cognette enfin, la fille à cogner, à ce soulard qu'on voyait depuis 20 ans casser les cailloux sur les routes? Ah, un fier beau-père, une fameuse catin. Et les paysans ne comprenaient pas même que cette catin était leur vengeance, la revanche du village contre la ferme, du misérable ouvrier de la glèbe contre le bourgeois enrichi, devenu gros propriétaire. Hourdequin, dans la crise de ses 55 ans, s'acoquinait, la chair prise, ayant le besoin physique de Jacqueline comme on a le besoin du pain et de l'eau. Quand elle voulait être bien gentille, elle l'enlaçait d'une caresse de chatte, elle le gorgeait d'un dévergondage sans scrupule, sans dégoût, tel que les filles ne l'osent pas. Et pour une de ces heures, il s'humiliait, il la suppliait de rester. Après des querelles, des révoltes terribles de volonté, dans lesquelles il menaçait de la flanquer dehors à grands coups de botte. La veille encore, il l'avait giflée, à la suite d'une scène qu'elle lui faisait pour coucher dans le lit où était morte sa femme. Et toute la nuit, elle s'était refusée, lui allongeant des tapes dès qu'il s'approchait. Car si elle continuait à se donner le régal des garçons de la ferme, elle le rationnait, lui, le fouettait d'abstinence, afin d'augmenter son pouvoir. Aussi ce matin-là, dans cette chambre moite, dans ce lit défait où il la respirait encore, fut-il repris de colère et de désir. Depuis longtemps, il flairait ses continuelles trahisons. Il se leva d'un saut et dit à voix haute « Ah, bougresse, si je te pince !» Vivement, il s'habilla et descendit. Jacqueline avait filé à travers la maison muette, éclairée à peine par la pointe de l'aube. Comme elle traversait la cour, elle eut un mouvement de recul en apercevant le berger, le vieux Soulas, déjà debout. Mais son envie la tenait si fort qu'elle passa outre, tant pis. Elle évita l'écurie de 15 chevaux où couchaient 4 des charretiers de la ferme, alla au fond, dans la soupente qui servait de lit à Jean, de la paille, une couverture, pas même de drap. Et l'embrassant tout endormi, lui fermant la bouche d'un baiser frissonnant et soufflé à voix très basse. « C'est moi, grosse bête. N'aie pas peur, vite, vite, dépêchons. » Mais il s'effraya. Il ne voulut jamais à cette place dans son lit, crainte d'une surprise. L'échelle du Fenil était près de là, ils grimpèrent, laissèrent la trappe ouverte, se culbutèrent au milieu du foin. Oh, grosse bête, répéta Jacqueline, pâmée avec son roucoulement de gorge qui semblait lui monter des flancs. Il y avait près de 2 ans que Jean Macquart se trouvait à la ferme. En sortant du service, il était bombé à Bazoches-le-Doyen avec un camarade menuisier comme lui, et il avait repris du travail chez le père de ce dernier, petit entrepreneur de village, qui occupait 2 ou 3 ouvriers. Mais il ne se sentait plus le cœur à la besogne. Les 7 années de service l'avaient rouillé, dévoyé, dégoûté de la scie et du rabot, à ce point qu'il semblait un autre homme. Jadis, à Plassans, il tapait dur sur le bois,
sans facilité pour apprendre, sachant tout juste lire, écrire et compter. Très réfléchi pourtant, très laborieux, ayant la volonté de se créer une situation indépendante en dehors de sa terrible famille. Le vieux Macquart le tenait dans une dépendance de fille, lui soufflait sous le nez ses maîtresses, allait chaque samedi à la porte de son atelier lui voler sa paix. Aussi, lorsque les coups et la fatigue eurent tué sa mère, suivit-il l'exemple de sa sœur Gervaise qui venait de filer à Paris avec un amant. Il se sauva de son côté pour ne pas nourrir son fainéant de père. Et maintenant, il ne se reconnaissait plus. Non qu'il fût devenu paresseux à son tour, mais le régiment lui avait élargi la tête. La politique, par exemple, qui l'ennuyait autrefois, le préoccupait aujourd'hui, le faisait raisonner sur l'égalité et la fraternité. Puis c'étaient des habitudes de flâne, les factions rudes et oisives, la vie somnolente des casernes, la bousculade sauvage de la guerre. Alors les outils tombés de ses mains, il songeait à sa campagne d'Italie, et un grand besoin de repos l'engourdissait, l'envie de s'allonger et de s'oublier dans l'herbe. Un matin, son patron vint l'installer à la borderie pour des réparations. Il y avait un bon mois de travail, des chambres à parqueter, des portes, des fenêtres à consolider un peu partout. Lui, heureux, traîna à la besogne 6 semaines. Sur ces entrefaites, son patron mourut et le fils, qui s'était marié, alla s'établir dans le pays de sa femme. Demeuré à la borderie, où l'on découvrait toujours des bois pourris à remplacer, le menuisier y fit des journées pour son compte. Puis, comme la moisson commençait, il donna un coup de main, resta 6 semaines encore, de sorte que, le voyant si bien mordre à la culture, le fermier finit par le garder tout à fait. En moins d'1 an, l'ancien ouvrier devint un bon valet de ferme, charriant, labourant, semant, fauchant dans cette paix de la terre où il espérait contenter enfin son besoin de calme. C'était donc fini de scier et de raboter. Et il paraissait né pour les champs avec sa lenteur sage, son amour du travail réglé, ce tempérament de bœuf de labour qu'il tenait de sa mère. Il fut ravi d'abord. Il goûta à la campagne que les paysans ne voient pas. Il la goûta à travers des restes de lecture sentimentale, des idées de simplicité, de vertu, de bonheur parfait, telles qu'on les trouve dans les petits contes moraux pour les enfants. À vrai dire, une autre raison le faisait se plaire à la ferme. Au temps où il raccommodait les portes, la cognette était venue s'étaler dans ses copeaux. Ce fut elle réellement qui le débaucha, séduite par les membres forts de ce gros garçon dont la face régulière et massive annonçait un mâle solide. Lui céda, puis recommença, craignant de passer pour un imbécile. D'ailleurs, tourmenté à son tour du besoin de cette vicieuse qui savait comment on excite les hommes. Au fond, son honnêteté native protestait. C'était mal d'aller avec la bonne amie de M. Hourdequin auquel il gardait de la reconnaissance. Sans doute il se donnait des raisons. Elle n'était pas la femme du maître, elle lui servait de traînée. Et puisqu'elle le trompait dans tous les coins, autant en valait-il en avoir le plaisir que de le laisser aux autres. Mais ces excuses n'empêchaient pas son malaise de croître à mesure qu'il voyait le fermier s'éprendre davantage. Certainement, ça finirait par du vilain. Dans le foin, Jean et Jacqueline étouffaient leur souffle. Lorsque lui, l'oreille restée au guet, entendit craquer le bois de l'échelle. D'un bond, il fut debout, et au risque de se tuer, il se laissa tomber par le trou qui servait à jeter le fourrage. La tête de Hourdequin, justement, apparaissait de l'autre côté au ras de la trappe. Il vit du même regard l'ombre de l'homme qui fuyait et le ventre de la femme encore vautré, les jambes ouvertes. Une telle fureur le poussa qu'il n'eut pas l'idée de descendre pour reconnaître le galant et que d'une gifle à tuer un bœuf, il rejeta par terre Jacqueline qui se relevait sur ses genoux.
Ah, putain! Elle hurla. Elle nia l'évidence dans un cri de rage. Ce n'est pas vrai! Il se retenait de défoncer à coups de talon ce ventre qu'il avait vu, cette nudité étalée de bête en folie. Je l'ai vu. Dis que c'est vrai ou je te crève. Non, non, c'est pas vrai. Puis quand elle se fut enfin remise sur les pieds, la jupe rabattue, elle devint insolente, provocante, décidée à jouer sa toute-puissance. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça te fiche? Est-ce que je suis ta femme? Puisque tu ne veux pas que je couche dans ton lit, je suis bien libre de coucher où ça me plaît. Elle eut son roucoulement de colombe comme une moquerie lascive. Allons, ôte-toi de là que je descende. Je m'en irai ce soir. Tout de suite. Tout de suite. Non, ce soir. Attends donc de réfléchir. Il resta frémissant, hors de lui, ne sachant sur qui faire tomber sa colère. S'il n'avait déjà plus le courage de la jeter immédiatement à la rue, avec quelle joie il aurait flanqué le galant dehors. Où? Mais où le prendre maintenant? Il était monté droit au fenil, guidé par les portes ouvertes, sans regarder dans les lits, et lorsqu'il fut redescendu, les 4 charretiers de l'écurie s'habillaient, ainsi que Jean, au fond de sa soupente. Lequel des 5? Aussi bien celui-ci que celui-là. Et les 5 à la file, peut-être. Il espérait cependant que l'homme se trahirait. Il donna ses ordres pour la matinée, n'envoya personne au champ, ne sortit pas lui-même, serrant les poings, tournant dans la ferme avec des regards obliques, l'envie d'assommer quelqu'un. Voilà, c'est là-dessus que nous allons donc nous arrêter. C'était le premier chapitre de la seconde partie de La Terre, un roman d'Émile Zola, voilà, qui constitue donc l'un des romans de la fameuse saga des Rougon-Macquart. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez et une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!